comme seconde présentation, on reçoit Celia Kingsbury et sa présentation s'intitule « À qui la rue? Place aux jeunes à vélo ». Pour la présenter, kinésiologue de formation et diplômée à la maîtrise en sciences de l'activité physique à l'UQAM, elle poursuit actuellement un doctorat en santé publique, option promotion de la santé à l'ESPOM. Elle s'intéresse plus particulièrement aux interventions publiques qui promeuvent les déplacements actifs et le bien-être dans les centres urbains. Place à Celia. OK. Allô tout le monde. Ça me fait plaisir de vous présenter aujourd'hui un projet de recherche qui est entamé. Donc, on n'a pas encore de résultats. Ça s'en vient. Donc, voilà. Mon nom est Celia Kingsbury. La présentation, elle a déjà faite, là, finalement. Pour inscrire cette présentation dans le cadre de la thématique de la soirée « Capitalisme et lutte de classe sociale », j'ai décidé de faire un petit détour par les inégalités sociales de santé. Vous avez sûrement déjà entendu la phrase suivante « On n'est pas tous égaux ou égales devant la santé ». Peut-être pendant la pandémie, en fait, ça a été souvent repris dans les médias. Si vous n'êtes pas encore convaincu par cette phrase, j'ai quelques chiffres pour vous. Donc, Santé Montréal a fait une étude longitudinale, donc qui a suivi plusieurs personnes au courant de leur vie et ont classé les résultats sur des indicateurs de santé en fonction du statut socio-économique des individus. Et là, je vous compare les résultats entre le groupe des plus nantis et les plus infortunés. OK. Donc, entre 0 et 1 an, on a 70 décès prématurés versus 19 chez les personnes qui viennent des groupes infortunés en comparaison avec les groupes nantis. Ça part mal. On poursuit. Alors, on va trouver 3 fois plus de familles en situation de monoparentalité chez les infortunés, toujours en comparaison avec les plus nantis. Entre 1 à 5 ans, il va y avoir des séjours à l'hôpital qui sont 50 fois plus élevés chez les infortunés. Donc, ça va toujours pas bien. Ensuite, à l'âge adulte, on va avoir 2 fois plus de personnes sans diplôme d'études secondaires chez les infortunés, ce qui réduit le potentiel d'emploi et de revenus plus tard. Il va y avoir 1 personne sur 6 infortunée qui va connaître un épisode dans lequel on va manquer d'argent ou de nourriture, alors que cette situation-là, elle est presque inexistante chez le groupe des nantis. Donc, au final, à 75 ans, on a plus d'hospitalisation, plus d'incapacité, une santé globale moindre et une santé mentale plus fragile. Voilà, j'espère que vous êtes convaincus. Dis-je avec le sourire. Donc, yes! Alors, est-ce que c'est une question derrière? Est-ce que c'est correct si on la garde pour la fin? OK, bonne chance. OK, donc, oui, donc il y a des inégalités sociales de santé, mais là, si on se pose la question, OK, mais pourquoi? En fait, c'est les conditions, finalement, dans lesquelles on naît et on grandit au cours de la vie. On peut expliquer ces conditions-là avec, le seul mot théorique aujourd'hui, ça va être le modèle socio-écologique de la santé. Donc, c'est plusieurs niveaux de déterminants qui vont pouvoir prédire notre santé plus tard dans la vie. Donc, on passe des déterminants individuels comme peut-être naître avec une incapacité physique, des déterminants interindividuels. On parle ici peut-être plus de capital social, yeah! Voilà, ça vaut de l'or. Ensuite, on peut penser à des déterminants environnementaux. Moi, c'est là-dessus que je fais mon doctorat. Je regarde les environnements favorables à la santé. On peut penser à des déserts alimentaires, donc ce qui réduit l'offre en nourriture de qualité. Et les déterminants politiques, législatifs, un exemple, aujourd'hui, les institutions, avec la présentation précédente, peuvent générer des inégalités sociales, entre autres de santé. Voilà, c'était une petite image, je trouvais ça drôle. Donc, c'est un médecin qui prescrit un changement de quartier et un emploi régulier bien rémunéré. Donc, voilà. Okay. Je trouvais ça cute.
OK. Donc, j'ai malheureusement une déformation. Bien, malheureusement, j'ai une déformation professionnelle. Je suis kinésiologue de formation. Donc, moi, je m'intéresse particulièrement à la promotion de l'activité physique chez les personnes chez qui on n'atteint pas les recommandations en matière d'activité physique. C'est ça que je veux vous parler, en fait, aujourd'hui. Juste pour être sûr qu'on part avec les mêmes bases, c'est important de définir c'est quoi l'activité physique. Ce n'est pas que jouer au soccer les mercredis soirs, je vous avertis tout de suite. Donc, on a une première catégorie, un premier domaine d'activité physique qui s'appelle l'exercice physique, où là, c'est toute activité dont l'objectif est de renforcer les capacités cardiovasculaires, musculaires, genre aller au gym. Mais là-dedans, on va retrouver un domaine plus spécifique qui est le sport, où on retrouve les mêmes types d'activités, mais avec des règles, avec des compétitions comme le soccer, l'Impact. C'est encore? Non, le FC. Ils ont changé de nom, en tout cas. Le soccer à Montréal, par exemple. On a aussi les tâches domestiques, donc faire votre vaisselle, faire du jardinage, passer le balai, pelleter. Ça, c'est de l'activité physique, en fait. C'est juste de bouger. C'est juste que l'intensité est peut-être un peu moindre que le soccer, mais c'en est quand même, ça compte. Et on a l'activité physique de transport, ma préférée. Donc, ici, on parle de déplacement du point A au point B de manière active. On pense au vélo, à la marche, à la trottinette et autres. Puis il y a aussi, je ne l'ai pas écrit, là, mais il y a de l'activité physique liée au travail, là, tant qu'à être ici. Les facteurs vont définitivement avoir des niveaux d'activité physique plus élevés à cause du travail. OK. Moi, aujourd'hui, j'essaie de vous convaincre de vous intéresser, de vous intéresser à l'activité physique chez les jeunes, parce que malheureusement, c'est la population chez laquelle on atteint encore moins les recommandations en matière d'activité physique, et en plus, ça a été exacerbé par la pandémie. Probablement à cause des récréations qui n'avaient pas lieu, tout le monde est pris en dedans, on joue moins, tatati, tatata. C'est quand même seulement 37,2% des Canadiens, des jeunes finalement Canadiens, Canadiennes qui atteignaient les recommandations en matière d'activité physique. C'est vraiment très nul. Puis c'est pas de leur faute, là, c'est pas ça que je dis, c'est juste que c'est poche en matière de santé. Et donc, puis en plus, quand on s'intéresse à cette littérature-là, on voit que les habitudes en matière d'activité physique qui ont été développées durant l'enfance sont souvent maintenues à l'adulthood, à l'âge adulte. Donc, c'est une autre raison de plus d'aller intervenir chez les jeunes parce qu'on veut développer cette habitude-là. Poursuivons. OK. Le vélo. Parlons-en du vélo. OK. Le vélo est un type d'activité physique chez les jeunes avec lequel on atteint plus facilement ces recommandations canadiennes en matière d'activité physique qui sont, je ne l'ai pas dit, 60 minutes par jour pour les enfants. Comparativement à la marche et aux autres moyens de transport, c'est vraiment le vélo qui était le plus facile d'atteindre le 60 minutes par jour, souvent parce qu'on va à tous les jours à l'école en vélo, donc on va automatiquement au moins 5 jours semaine se déplacer à vélo. C'est le fun parce que le milieu scolaire est une opportunité pour les écoles de développer des interventions pour agir sur les vélos. Par exemple, à Vélo Québec, je sais qu'ils font des formations dans les cours en éducation physique sur la sécurité routière à vélo. Donc ça peut être un exemple d'intervention. Par contre, si on regarde la littérature sur ces interventions-là à l'âge scolaire dans les écoles, il n'y a pas beaucoup de littérature qui vont évaluer l'efficacité, l'appréciation, peu importe. En fait, il n'y a pas d'études d'évaluation de ces programmes-là, donc c'est plutôt difficile de les implémenter ailleurs à plus large échelle. Et c'est là que vient le projet de recherche, finalement. Le projet s'appelle « Construis ton vélo ». C'est une initiative de l'organisme Cyclo Nord-Sud. On a un représentant aujourd'hui dans la salle. Donc, voilà. Et grosso modo, cet organisme-là œuvre à Montréal depuis 23 ans et a comme objectif de développer le pouvoir des jeunes en milieu défavorisé à se déplacer à vélo, par exemple, entre autres. Ils ont vraiment beaucoup de projets, mais ça fait partie d'un des projets clés. Et puis, cette année, ils ont
commencer un projet pilote dans lequel des jeunes du secondaire sont invités, je pense que c'est des ateliers de 2 heures par semaine pendant 18 semaines à construire leur propre vélo de A à Z. Donc, on leur offre les ressources pour vraiment prendre en charge finalement leur déplacement. Donc, on construit un vélo. Ensuite, on va faire des sorties dans le quartier pour être familière avec les pistes cyclables, comment on se déplace à vélo et toute la littératie du vélo finalement. Je vous explique pourquoi je vous parle de ce projet-là. Dans le fond, le responsable du projet nous a contactés. Nous, ici, c'est Paquito Bernard. Je vous avoue qu'il n'a pas l'air content sur cette photo. Il y a un sourire plus fréquemment que ça. Donc, c'est mon directeur, il a été mon directeur de maîtrise et c'est mon co-directeur de doctorat. Dans le fond, ses travaux portent beaucoup sur la question des déplacements à vélo à Montréal. Et donc, voilà, on a été contactés pour conduire une étude d'évaluation du programme dans le but de le déployer à plus grande échelle ailleurs à Montréal. Donc, voilà. Puis, qu'est-ce qu'on va faire pour évaluer ce programme? En fait, à la fin du programme, on va demander aux jeunes qui veulent de participer à un focus group, un groupe d'entretien dans lequel on va leur demander leur expérience vécue durant le programme, ce qu'ils ont aimé, ce qu'ils ont moins aimé, ce qui pourrait être amélioré finalement, parce que le programme est destiné à des jeunes, alors que c'est des personnes plus âgés qu'eux, finalement, qui le conçoivent. Alors, c'est vraiment important que leur voix soit entendue pour que ça soit vraiment le plus plaisant pour eux, finalement. Donc, voilà, ils vont faire partie du développement de ce programme-là. Et puis, c'est ça. Finalement, pourquoi on fait ça? Là? On fait quoi? Bon, voilà la question qui vous brûle les lèvres en ce moment. Finalement, ça va nous donner quoi de faire un projet de la sorte? Bien, le but... Oh, retomber. Il n'y a pas de... Excusez, je passe blanc sur blanc. Je ne l'avais pas vu. Donc, ce projet va nous permettre d'entendre cette voix des jeunes-là pour rebâtir, pas rebâtir, mais remanier le projet pour qu'il soit le plus en ligne avec les intérêts des jeunes qui, eux, suivent le programme. Et l'objectif, c'est de construire un rapport pour l'organisme Cyclo Nord-Sud pour qu'ils puissent arriver avec ce rapport et dire, écoutez, c'est ça qu'il faudrait faire. On a demandé aux jeunes, on aimerait avoir du financement pour le déployer à l'échelle, plus grande échelle finalement, peut-être à l'échelle du Québec. Ça serait vraiment intéressant. Puis en plus, là, je ne sais pas si vous suivez les médias sur le transport actif, mais il y a beaucoup d'articles qui sortent sur le déploiement des pistes cyclables, le déploiement de programmes, la sécurité routière. Il y a eu l'incident avec le piéton. Donc, on s'inscrit un peu dans ce courant-là. Puis voilà, finalement, place aux jeunes à la rue. C'est pas juste les adultes qui peuvent se déplacer en vélo. Alors voilà, je vous remercie beaucoup. J'ai des réponses à vos questions. Allô, t'as ta question? Oui, j'en ai même 2. Il y en a une autre qui a répondu. Premièrement, je ne sais pas si je l'avais dit au début, puis j'ai juste pas bien entendu, mais les statistiques de la première diapositive, est-ce que c'était au Canada? C'était Santé Montréal, en fait. Fait que c'est sur l'île de Montréal. Exactement, oui. Parfait. Puis, en deuxième lieu, je me demandais, dans ton domaine d'études, est-ce qu'il y a des recherches ou des regroupements qui essaient de mettre une pression ou juste d'élaborer des projets pour le gouvernement, mais pour comme réformer un peu dans le système de l'éducation, de donner plus d'espace au mouvement? Justement, de faire plus de récré, ça n'a pas d'allure, faire comme 2 récrés de 15 minutes pour les enfants qui ne bougent pas. OK, en fait, je suis d'accord. Absolument, oui, je suis d'accord avec toi. En ce moment, l'éducation, ça ne va pas très bien. Et souvent, nous, on peut en être témoin là, en tant qu'étudiant. L'activité physique, c'est souvent l'affaire qui prend le bord. Ouais. C'est pas mal la même affaire qui se passe dans le système d'éducation. Mais sachez qu'il y a des professeurs en éducation physique et kinésiologues qui militent vraiment fort pour garder leur morceau, leur part du gâteau, puis finalement de trouver peut-être d'autres initiatives. Je sais que dans certaines écoles qui sont plutôt ouvertes, durant les heures de cours, on va faire des pauses actives. Donc déjà là, on va casser la sédentarité. C'est combien d'heures? C'est genre 45 minutes un cours ou
Non, en tout cas, bref. La durée d'un cours, là, finalement, au primaire puis au secondaire, alors qu'en ce moment, le temps de récréation, c'est plus difficile. C'est ce genre d'initiatives-là qui ont lieu, mais je t'avoue que c'est vraiment un enjeu difficile. Puis même, pour la petite histoire, là, les kinésiologues n'ont pas d'ordre. On a juste une fédération. On ne peut pas donner un reçu d'assurance pour des traitements, à moins qu'on fasse une petite twist là, d'assurance, ce qui n'est pas top. Fait que c'est difficile parce que l'activité physique n'est même pas encore reconnue comme étant un traitement, alors que ça l'est sur tellement de choses. Sur la santé mentale, sur diabète, physique tout, ouais. c'est ça, surtout santé mentale et surtout les deux, là, en fait. C'est ça. Je suis la première à faire ce plaidoyer-là. Donc, continuons dans cette direction. Ouais. Bien, si jamais, c'est pas une question, désolée, c'est une recommandation. Oui, si jamais votre fédération, ça vous intéresse, il y a un forum sur la réforme de l'éducation scolaire au Québec qui se fait en ce moment, puis ils cherchent plein de gens de plein de milieux pour la réforme, donner leur opinion puis tout, fait que ça pourrait être vraiment... Oui, on s'écrit. Intéressant. Merci. Merci beaucoup. Oui, merci. Merci. Allô. Je suis de Cyclo Nord-Sud. Oui. Un petit pitch, c'est toujours bienvenu. On a besoin de bénévoles et de vélos pour faire ce genre de projet. Mais ma question, c'est en fait, ça porte sur les freins sur l'activité physique des jeunes. Parce que quand on parle de transport actif, on parle aussi d'un certain niveau de risque. Et j'ai dû constater qu'il y a beaucoup de parents qui sont craintifs et peuvent créer un vélo, mais d'avoir l'autorisation de l'utiliser. Donc, est-ce qu'il y a des pistes pour influencer aussi des parents ou des responsables? Oui, puis ça, c'est un élément extrêmement important là, parce qu'au-delà, tu sais, là, si on s'intéresse à des enfants, ben on peut pas faire abstraction des parents. Puis souvent, comme ça a été mentionné, les parents préfèrent aller porter leur enfant à l'école en voiture pour des raisons de sécurité. Je peux comprendre, il y a des enfants qui meurent à Montréal parce que les gens conduisent trop vite. C'est vraiment comme un problème de santé publique sur lequel il va falloir agir. Mais après ça, je pense que ça, c'est la responsabilité de tout le monde. Oui, les enfants, après ça, il va falloir qu'on fasse de la formation pour les enfants pour leur apprendre les règles de sécurité, mais ce n'est pas qu'à eux à respecter le code de la route. Là. Finalement, c'est à toutes les personnes qui vont se déplacer. Puis, petite nouvelle, tout le monde se déplace pas mal à tous les jours. OK, il y a la pandémie, là, fait que ça a changé les habitudes, mais c'est ça, fait que c'est vraiment des pistes d'action qu'il va falloir être prises chez tout le monde. Ce serait ma réponse plate. Merci pour la question. Salut! Allô! Merci pour la présentation. Moi, je me demandais si ça fait un peu du pouce sur la première question. Est-ce qu'il y a des programmes dans les écoles ou est-ce qu'il y a moyen pour les écoles d'aller chercher un financement s'ils voulaient inculquer ce genre de programme-là où il y a du vélo qui se fait avec les élèves et où le déplacement à vélo peut peut-être être couvert pour que tous les élèves aient un vélo? Est-ce que ce genre de choses-là se fait quelque part dans le monde ou au Québec pour faciliter un peu? Parce qu'on comprend que les organismes communautaires sont un bel atout pour ça, mais on ne peut pas couvrir toutes les écoles du Québec avec Cyclo Nord-Sud. Donc, est-ce qu'il y a des choses comme ça qui se font? Puis est-ce que ça serait possible et implantable concrètement? Oui, puis encore une fois, on est dans le ultra concret. Puis, tu sais, je pense que ma réponse politique, ça serait, c'est pas aux écoles à faire cette éducation-là, mais après ça, pour les professeurs en éducation physique, c'est vraiment une belle opportunité d'expliquer que, ben finalement, l'activité physique, c'est pas juste jouer au ballon. Puis je stéréotype, là, j'ai beaucoup de profs en activité physique dans mon entourage que j'aime beaucoup. Fait que c'est ça, ce serait comme une refonte finalement du programme en éducation physique et à la santé, parce que c'est pas juste éducation physique, c'est éducation physique et à la santé. On va parler d'habitudes de vie. Donc, absolument, ça, c'est une solution qui serait super intéressante. Après, bon, ben c'est ça, ça va pas bien en éducation, fait que je pense pas qu'ils ont envie de porter ce chapeau-là. Fait qu'entre-temps, mais on fait affaire avec des super organismes qui ont ça comme vocation, comme Cyclo Nord-Sud, que c'est une équipe de bénévoles ultra motivés qui vont passer cette flamme du vélo aux jeunes, finalement. Fait que j'ai l'impression que ça va être une solution... Finalement, il n'y a pas une solution. Ça va être plein de solutions ensemble, puis Cyclo Nord-Sud font partie de ça. Mais à voir là, pour la suite, là, je pense que dans quelques années, on va peut-être pouvoir en parler plus concrètement. C'est bon, super. Merci beaucoup. Merci.
Salut! Allô. Bravo pour ta présentation. Merci. Tu parlais de... tu parlais de les 60 minutes pour les jeunes. Je me demandais si ça changeait avec l'âge adulte. C'est quoi les recommandations pour les adultes du nombre de temps? Oui. Je demande pour une amie, là. Oui, en fait, moi, c'est la première fois que je travaille avec les jeunes. Mon dada, d'habitude, c'est les adultes inactifs, là, si on veut. Donc, pour les adultes, 18 ans et plus, on veut atteindre 150 minutes d'activité physique d'intensité modérée à vigoureuse. Et si on peut intégrer des activités de renforcement musculaire, c'est le best. Je travaille aussi sur la difficulté à devenir actif. C'est pas... OK. Bon, on est toujours dans une perspective capitalisme et lutte de classe. Il y a... 150 minutes par jour? Non, par semaine, pardon. Okay. Excusez. Wow! Wow! Par semaine. Oh my God, je suis désolée. petit lapsus. Par semaine, effectivement. Oui. Merci pour la clarification. Qu'est-ce que je voulais dire? Je ne sais même plus qu'est-ce que je disais. Ah oui, non, je ne m'en souviens plus. Bref. Hein? Oui, c'est ça. OK, bon, vous savez, les entreprises qui vendent du gear de sport comme Nike, leur slogan, c'est « Just do it ». C'est ta responsabilité à toi à bouger. Non, c'est pas comme ça. C'est pas comme ça. L'activité physique, c'est ça. C'est tout ça. On peut pas dire aux gens « Juste fais-le ». Comme c'est du shaming. On peut pas. C'est compliqué, là, faire de l'activité physique là, dans ces temps modernes. Donc voilà, puis c'est pour ça que moi, j'ai un penchant pour l'activité physique de transport parce qu'on se déplace à tous les jours. C'est peut-être plus facile à intégrer en matière d'habitude. Je dis pas à tout le monde d'aller faire du vélo. Je suggère très fortement de peut-être ne pas utiliser la voiture, mais sachez que utiliser les transports publics, c'est l'activité physique. Vous marchez pour vous rendre à votre arrêt de bus, vous êtes debout dans le métro quand il n'y a pas de place. C'est bien, on casse la sédentarité. Puis au final, l'objectif, c'est pas de nécessairement atteindre là, les 150 minutes d'activité physique par semaine à intensité modérée à vigoureuse. Finalement, c'est de bouger et surtout s'asseoir moins. Ça fait partie des nouvelles recommandations canadiennes 2020, genre. On parle beaucoup de sédentarité parce que la sédentarité est un comportement de santé et l'activité physique en est un autre. Oui, ils sont interreliés, mais si toi, tu es une personne qui, par exemple, va faire du sport à tous les soirs, mais tu travailles à ton bureau 8 heures par jour, toute la semaine, est-ce que c'est tant mieux? Il y a quand même des effets délétères. Je suis désolée de vous apprendre ça, chers étudiants et étudiantes. Il y a quand même des effets délétères à être sédentaire. Bon, des alternatives ultra individualisées, c'est s'acheter un bureau assis debout, mais vu que l'activité physique, tout le monde y a droit, ben moi, je milite pour que le gouvernement investisse dans des interventions publiques dans lesquelles, je ne sais pas moi, les écoles les universités, par exemple, offrent des stations assis debout en grand nombre. Donc, c'est un peu le message que j'essaie de passer ici. Voilà. Attends, y a-t-il une autre question? Oui. Salut. Allô? Je suis en télétravail 5 jours semaine, donc je prends bonne note de ce que tu viens de dire. Désolée, moi aussi. Mais moi aussi. Non, c'est ça. Ouais, je suis pas le seul, clairement pas. Moi, dans le fond, j'avais une question sur ce que tu as avancé au départ, quand tu parlais d'inégalité sociale. Oui. Est-ce que votre projet, votre programme, est-ce que, dans le fond, il y a un plan de déploiement, est-ce que ça soit, que vous soyez assuré que ça soit dans les milieux plus défavorisés ou que pour aller chercher le plus de population? Bien, en fait, c'est ça. Le programme, c'est pas nous, l'équipe de recherche, qui l'ont monté, c'est vraiment l'organisme Cyclo Nord-Sud, dont la mission est de rendre le vélo accessible aux plus démunis. Donc, oui, dans la perspective de Cyclo Nord-Sud, ce serait ça l'objectif, parce que, comme on a vu, on n'est pas tous égaux face à la santé, puis tant qu'à intervenir, on va aller intervenir chez les personnes chez qui on a plus besoin de ressources. Puis là, on parle dans le futur, fait que j'avoue que je sais pas. T'es pas obligé de donner une réponse tout de suite. OK. Mais je te reviens avec des résultats. Puis c'est ça, une fois qu'on va avoir des résultats, probablement que ça va nous aider à mieux orienter là, la suite des choses. C'est bon. Voilà. Merci. Merci. Merci.